Mais c'est un besoin fondamental, la reconnaissance. C'est-à-dire que tous les humains ont besoin de reconnaissance. Et ça commence dès le plus jeune âge, dès qu'on est nourrisson. On a besoin d'être reconnu par sa mère. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Alors maintenant, c'est à l'heure du déjeuner que je vous retrouve pour parler de santé sur Beurre FM. Ali Habibi est avec nous. Bonjour Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ali, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, spécialiste du couple et de la famille et auteur. Et que oui, je vous regarde. Je vais faire un... Voilà, parce qu'Ali me dit, tu ne me regardes plus. Tu ne me regardes plus, c'est après vrai. Toutes ces années. C'est vrai. Si, je vous regarde, Ali Habibi, parce que je vous vois en fait. Et oui, j'ai remarqué que vous aviez changé de lunettes. Non, vous ne me regardez pas assez. Si, non. Vous avez changé de lunettes. Alors, j'ai pas changé de lunettes. J'ai différentes paires de lunettes. Et c'est une nouvelle paire de lunettes. Mais je n'ai pas pour autant changé les autres. Changer induirait que les autres, oui, d'accord. Alors que les autres, je les mets toujours. C'est juste pour cette émission, vous vous êtes dit, je suis plutôt collection noir. Automne-hiver. D'accord. Voilà. Vous avez investi dans vos t-shirts et vos lunettes. Moi, je dois dire que quand même, il y a du budget cette année. Depuis que vous montez en grade, hein, on sent qu'au niveau de la garde-robe, Ali, vous avez fait débloquer un budget. Moi, je pense que ma femme doit vous dire l'inverse, mais bon. C'est vrai ? Ouais. Non, j'ai regardé quelques vidéos de vous il y a quelques années à la préhistoire des vidéos. Vous avez fait des efforts. C'est gentil. J'apprécie. Je me demande si vous n'êtes pas un peu plus beau même d'ailleurs. J'apprécie la reconnaissance. Je vous l'ai dit d'ailleurs pour les nouvelles vidéos. Vrai. Je pense que c'est Faudil Belhamri qui filme et qui vous voit avec les yeux de l'amour à mon avis. Ah je sais pas, ou c'est peut-être juste votre nouvelle caméra qui a une meilleure, comment on dit déjà, résolution. Un focus. Non, voilà, meilleure résolution et qu'elle embellit les gens peut-être. Ouais, mais bon, on a changé de studio aujourd'hui, alors peut-être que le cadrage du nouveau studio sera un peu différent. Peut-être qu'on sera moins beau, c'est ça ? Exactement, surtout vous. C'est pas grave. Alors, moi j'ai un physique de radio, comme vous savez, donc je ne me montre pas Ali. On va parler. Si les gens savaient. Oui, non. Bah s'ils savaient, ils me trouveraient pas beau. Qui vous ? Bah oui. Ouais, si vous voyez vous. Ah oui, c'est autre chose. Ali, vous savez quoi ? On va parler d'un sujet que j'adore, ça s'appelle le besoin de reconnaissance. On va parler de la reconnaissance. Okay. D'abord parce que c'est quelque chose qui s'exprime beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Et peut-être que vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes entouré de gens qui expriment en permanence leur manque de reconnaissance. Alors que ce soit le manque de reconnaissance en amour, le manque de reconnaissance au travail, le manque de reconnaissance en amitié. Et ça coûte 0. Ça coûte 0, ça coûte un petit effort. Oui, un effort, mais ça coûte pas d'argent. Non, ça coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas d'argent. En tout cas, c'est accessible à tous. Ça coûte quelque chose, mais quelque chose que tout le monde a et qui est donc accessible et qui n'épuise en rien ce que vous avez. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire que tout le monde peut être reconnaissant. Le fait de l'être, ça demande quand même quelque chose de soi, de la part de soi-même, mais le fait de l'être n'enlève rien à ce que vous avez. Au contraire, ça vous enrichit vous aussi. On dit de ce besoin de reconnaissance qu'il est le pilier de l'estime de soi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un besoin fondamental, la reconnaissance. C'est-à-dire que tous les humains ont besoin de reconnaissance. Et ça commence dès le plus jeune âge, dès qu'on est nourrisson. On a besoin d'être reconnu par sa mère. Et quand vous dites que tous les humains ont besoin de reconnaissance, en tout cas, tout le monde ne l'exprime pas. Je pense que tout le monde l'exprime d'une manière ou d'une autre. Après, peut-être que je me gourre, peut-être que je me trompe, mais moi, je suis persuadé que tout le monde l'exprime, au contraire, Philippe. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas le verbaliser ouvertement, directement, de manière claire. Mais quand vous avez quelqu'un qui souffre d'un manque de reconnaissance, par exemple, au niveau professionnel, il ne va pas forcément dire « je manque de reconnaissance au niveau professionnel » ou « vous ne reconnaissez pas tout mon travail ou mon investissement, ça fait des années que je suis là et on me traite mal ». Il peut dire ça, mais vous avez certaines personnes qui ne vous diront jamais ça ou qui ne le diront jamais à leurs supérieurs ni à leurs collègues, mais qui vont peut-être avoir des petites déprimes, peut-être souffrir dans leur travail, peut-être souffrir de burn-out, être parfois en colère, être émotionnellement envahi, être dans leurs relations interpersonnelles désagréables. Et parfois, derrière tous ces comportements-là, se cache un manque de reconnaissance. Donc, on l'exprime d'une manière. Ou se désinvestir dans leur travail. Ou se désinvestir, effectivement. Hein, de toute façon, que je travaille ou que je ne travaille pas, c'est la même chose pour vous. Donc, autant, pourquoi travailler plus ? Vous voyez ? Ça, c'était la phrase de Sarkozy, non ? Non, de Toucault, dans le bon, la brute et le truand. Donc, c'est des truands peut-être tous les deux. Je ne sais pas si on peut qualifier l'ancien président de truand, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Philippe. Mais Toucault, qui est donc la brute, et qui est un truand dans le film Le Bon, la brute et le truand, donc le célèbre western, après avoir volé un commerçant, dit quand même la phrase la plus philosophique du film, assez incroyable. Il dit « Si on doit travailler pour vivre, à quoi bon se tuer à la tâche ?» Vous voyez ? Donc c'est assez profond. Et donc il peut y avoir effectivement un désintéressement ou un
désengagement de certaines personnes qui souffrent d'un manque de reconnaissance au niveau professionnel. Nos besoins, Ali, sont au cœur de ce que nous vivons. Nous possédons tous 4 besoins psychologiques fondamentaux et parmi eux, ce fameux besoin de reconnaissance. C'est quoi les besoins qu'on a tous? On les rappelle. On a besoin d'être respecté, on a besoin d'être reconnu. J'ai oublié les 2 autres. Bon, d'accord, très bien. Mais en tout cas, on a besoin de reconnaissance. Oui. Tout ce qui, vous avez des problèmes avec tout ce qui est par 4 d'ailleurs. C'est vrai, j'ai du mal à retenir les 4. Oui. C'est vrai. C'est souvent mais c'est juste, hein, vous avez raison, maintenant que vous le dites. Il faut qu'on en parle de ça. Peut-être qu'il va falloir faire Je préfère l'impair. Dès que ça devient pair, ça devient problématique pour mon cerveau. Mais quand c'est impair, ça passe. Alors pourquoi avons-nous tous autant besoin de reconnaissance? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un besoin fondamental dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la relation qu'on va avoir avec la mère d'abord, puis avec n'importe quelle figure d'attachement qu'on peut, ou quoi, d'attachement et d'accompagnement qu'on va avoir, on va avoir besoin d'être reconnu d'abord par ces personnes-là. C'est pour ça que vous voyez que l'enfant, il va chercher le regard, il va attirer l'attention de l'autre vis-à-vis de ce qu'il fait. Même les enfants qui peuvent être très turbulents, vous voyez, derrière, ils attirent l'attention. Et d'ailleurs, un enfant qui est très turbulent va plus attirer l'attention qu'un enfant qui est sage, malheureusement. C'est pour ça que des fois, on délaisse certains enfants qui sont sages, mais ils vont souffrir justement d'un manque de reconnaissance éventuellement dans leur développement. Donc, dès le plus jeune âge, on a ce besoin qui est fondamental. C'est un besoin qui est fondamental parce qu'il va contribuer à augmenter son estime, l'estime qu'on va avoir de nous-mêmes. Ça peut aussi contribuer à la confiance qu'on peut avoir de nous-mêmes. Ça va contribuer à améliorer notre bien-être général, parce que ce qui se passe quand on bénéficie d'une reconnaissance, il y a plusieurs choses qui se passent dans le cerveau, notamment la production d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Donc ça va renforcer le lien, ça va renforcer aussi ce sentiment de sécurité et d'attachement qu'on va avoir avec les personnes qui nous offrent cette reconnaissance. C'est aussi un régulateur de stress, la reconnaissance. C'est-à-dire que plus on reçoit de la reconnaissance, moins on est stressé. Parce que en fait, la reconnaissance, quand on reçoit de la reconnaissance, il y a le circuit de récompense déjà qui s'active, c'est-à-dire que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, et donc on va vouloir le ressentir ou le revivre, et ça va permettre de diminuer aussi la cortisol. Donc c'est pour ça que le stress diminue quand on reçoit de la reconnaissance. Et quand on n'en reçoit pas, on connaît les dégâts, c'est l'inverse, c'est-à-dire que augmentation du stress, mal-être général, faible estime de soi, on peut avoir un sentiment d'exclusion, notamment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au monde professionnel où les personnes se sentent un peu exclues, mais ça peut être dans le milieu familial, dans une cellule familiale, quand le parent valorise toujours un des enfants et pas les autres. Pire, quand il valorise un et qu'il rabaisse l'autre, c'est une catastrophe dans l'estime que l'enfant va avoir et comment il va grandir. C'est-à-dire que ça va l'accompagner quand même toute sa vie, et c'est pas rien. Oui, ces comportements-là l'accompagnent et après, il y a des séquelles toute la vie. Ça, c'est important pour les enfants. Totalement. C'est pour ça que c'est très, très important de valoriser les enfants dès le plus jeune âge, et même les adultes, de les valoriser. Alors, l'idée, c'est pas non plus de tomber dans un travers qui est une valorisation fausse, qui est le fait de caresser les gens dans le sens du poil continuellement et leur dire qu'ils sont merveilleux, extraordinaires. Non, on n'est pas forcément toujours merveilleux, extraordinaire. Mais l'idée, c'est quand quelque chose est fait, quand quelque chose est là, ça peut être juste une intention, pas forcément un acte, et que la personne a au moins essayé de faire quelque chose ou a contribué à quelque chose, c'est de lui être reconnaissant. Pourquoi ? Parce que c'est une des premières choses qu'on attend quand on fait les choses. Ça va améliorer la relation, ça va aider la personne à se sentir mieux dans sa peau, ça va alimenter et contribuer le fait que la personne continue à faire ce qu'elle a fait qu'on a apprécié, voire même l'augmenter, et ça peut juste aller aider à améliorer la relation de manière générale. D'accord. Et le bien-être de la personne. Mais donc ça veut dire qu'il faut le verbaliser ? On peut le verbaliser, alors ça peut se manifester sous plusieurs formes. La verbalisation elle est importante, mais elle ne suffit pas, ou en tout cas ce n'est pas la seule manière d'être reconnaissant. On peut être reconnaissant en augmentant le salaire de son employé, on peut être reconnaissant en faisant des cadeaux, on peut être reconnaissant avec un sourire, on peut être reconnaissant avec un regard, vous voyez, qui veut tout dire, on peut être reconnaissant avec une caresse ou une tape sur le dos ou sur l'épaule, on peut être reconnaissant donc avec un geste affectif, mais on peut beaucoup être reconnaissant avec la verbalisation, c'est-à-dire juste en disant merci, tout simplement. Même quelque chose qui est banal, même quelque chose qui est habituel, même si la personne, c'est normal pour elle de le faire. Vous voyez, si par exemple vous prenez un exemple que je cite souvent, vous prenez les transports, vous êtes pressé, vous êtes en retard, et vous voyez quelqu'un qui est encombré avec plusieurs sacs, et que voilà, vous vous dites, bon, la personne elle est loin, elle va avoir du mal à ouvrir la porte, je vais lui tenir la porte. Bon, je suis en retard, mais c'est pas grave, je vais quand même, quelques secondes, ça va pas me tuer. Mais vous êtes quand même un peu stressé, ça vous démange un peu, mais vous allez le faire. Si la personne passe et ne vous dit rien, comme si vous étiez son esclave, comme si vous étiez un servant dans son château, et qu'elle passe juste devant vous et qu'elle part,
vous allez avoir envie de la mort de la personne. Vous n'allez pas vous sentir bien du tout. Vous allez vous dire non seulement j'étais en retard, 2, je n'étais pas obligé de le faire, et 3, j'ai rien reçu comme reconnaissance. Mais on fait les choses pour qui, Ali? Ça dépend. Ça, on va y revenir après. Parce que pour moi, c'est fondamental. Oui, ça. bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais si la personne elle vous dit juste merci, vraiment merci, un petit merci, tout le stress ou le retard ou l'angoisse ou l'anxiété que vous pouviez avoir juste avant a disparu. Vous vous sentez bien. Même si vous êtes en retard, c'est pas grave. Vous avez eu une petite dose qui a justement produit un peu cette ocytocine dont on parlait tout à l'heure et qui vous a fait du bien et qui a provoqué du plaisir. Maintenant, pourquoi on fait les choses, ça va dépendre. On peut faire les choses pour plein de raisons différentes. Ça peut être en attendant une reconnaissance. C'est pour ça que les gens, par exemple, quand ils donnent quelque chose ou quand ils font preuve de générosité, parfois ils partent pas tout de suite. Ils attendent quoi? Ils attendent le merci. Vous voyez, dès qu'ils reçoivent le merci, c'est bon, ils peuvent partir. Ces gens-là attendaient la reconnaissance. On peut donner par empathie, on peut donner parce qu'on a été touché, on peut donner parce que la situation de la personne nous touche, on peut donner parce qu'on a des croyances, soit religieuses, en se disant si je donne, Dieu sera encore plus satisfait de moi, va plus me donner, plus me pardonner, plus m'aimer, ou ça peut expier certains de mes péchés. On peut donner en ayant d'autres croyances, du style si je suis généreux avec tel type de personne, je n'aurai peut-être pas tel type de problème. Ça me fait penser à une patiente que j'ai eue. C'est une femme médecin. Il y a plein de gens qui font ça, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça stimule les gens et ça les pousse à agir. Donc pourquoi pas dans le fond qui donne à l'association de lutte contre le cancer en disant comme ça, j'aurai pas le cancer. Exactement. Mais la patiente dont je vous parle, c'était donc un médecin généraliste et qui, alors, dans les séances, on voyait qu'il y avait des petits soucis financiers. On essayait de comprendre pourquoi. Et elle me dit, tous les patients qui viennent me voir qui ont un cancer, je les facture pas. Donc c'est gratuit. Et au lieu de rester 10-15 minutes, ce qui est la moyenne en général d'une séance avec un médecin avec le patient, elle reste des 1h, 1h30. Ce qui est énorme. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Elle me dit, parce que j'ai tellement peur d'avoir cette maladie que je me dis que si j'aide ces gens-là, Dieu ne va pas me donner cette maladie. C'est une croyance qu'elle avait qui l'a poussée à agir comme elle agissait. On peut donner par ostentation pour qu'on dise de nous qu'on est généreux. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison pour laquelle vous allez donner, ça sera toujours d'abord pour vous. C'est vous qui en tirez d'abord le premier bénéfice. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est tous égoïstes. Et qu'il y a différents types d'égoïsme. Un qui est bon, un qui est moins bon. Celui qui est mauvais, c'est je veux pour moi, même ce qui appartient aux autres, même si c'est aux dépens des autres, même si j'écrase les autres, je m'en contrefiche, et ça c'est mauvais. Et le deuxième type d'égoïsme, c'est je veux pour moi d'abord, mais dans ce que je veux pour moi, ça va profiter aux autres. Alors on a un exemple, Ali, qui illustre bien ce que vous êtes en train de raconter. On a Fodil Belhamri qui réalise cette émission, qui a dit je réalise cette émission. Si, et seulement si. Si et seulement si. J'ai une glace. 3 boules à Montreuil. 3 parfums différents à Montreuil. C'est une condition. Oui, c'est ça. C'est son besoin, c'est sa soif de reconnaissance. Mais en fait, vous voyez que sa soif de reconnaissance, le pauvre Fodil, sa soif de reconnaissance. Mais c'est intéressant parce que, c'est vrai. En fait, il va produire l'émission pour vous faciliter, vous faire plaisir parce qu'il vous apprécie, Philippe. C'est vrai. D'abord pour ça. Et après. Et c'est aussi un intérêt personnel. C'est parce que j'aime l'autre que je fais les choses. Et derrière, c'est je veux manger une glace, mais pas avec n'importe qui, avec toi. C'est vrai. Mais c'est la reconnaissance du ventre. C'est vrai aussi. Alors, on parle de reconnaissance ce matin et du besoin de reconnaissance et par extension du manque de reconnaissance et des dégâts que ça fait au quotidien. Avec Ali Habibi, qui est mon invité, on parlait de Jamel Le Glacier tout à l'heure, qui est à Montreuil. Alors, ça s'appelle Chapati et Melfouf. Voilà, ce qui paraît fait les meilleures glaces de tout Montreuil et que ça vaut le coup de faire une demi-heure de... Il faut aller goûter alors. Moi, je pense qu'après l'émission, à 13h, on va aller manger une glace. Oui, mais il faut récompenser les gens qui font du bon travail et il faut aller goûter. Bien. Alors, on parle de reconnaissance ce matin avec vous, Ali Habibi. Quand vous parlez de reconnaissance, qu'est-ce que vous mettez dedans ? De quelle reconnaissance parlez-vous ? Alors, ça peut être de la reconnaissance financière, ça peut être une reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, verbale, c'est-à-dire des remerciements. Le fait de reconnaître que quelque chose a été fait ou que ça vous a touché ou que ça vous a fait du bien ou que ça a été utile pour vous. De reconnaître aussi une intention. Ça peut être aussi la reconnaissance de ne pas avoir nui à la personne, c'est-à-dire vous m'avez pas fait de bien mais vous avez fait en sorte de ne pas me faire de mal. Je peux être aussi reconnaissant de ça. Je peux être reconnaissant de choses quotidiennes. Vous m'apportez un verre de thé, pour vous c'est peut-être normal de m'accueillir de cette manière-là, vous avez été éduqué comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se discute même pas et vous pouvez le faire avec tous les invités, mais c'est quand même la moindre des choses que de vous remercier. Voyez, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez dans la tradition islamique un très joli hadith, une très jolie tradition, une parole du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, où il dit que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu, ne remercie pas Allah. Donc il y a quand même un lien dans l'éducation qui est faite d'un point de vue islamique, d'être reconnaissant envers les gens et d'éviter l'ingratitude, d'éviter justement d'être ingrat, et de prendre pour acquis ou acquises des choses qui pourraient ne pas l'être totalement. Et au-delà de ça, de favoriser, de soutenir la personne qui le fait. Et on le trouve aussi, alors si je reste dans les références
religieuse, vous avez dans les descriptions de certains prophètes dans le Coran, une caractéristique qui revient aussi de temps en temps, c'était un serviteur reconnaissant. Vous voyez, il était reconnaissant avec Dieu, reconnaissant avec les gens, reconnaissant aussi avec soi-même. C'est aussi important d'être reconnaissant vis-à-vis de soi-même. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, hors antenne, notre ami Faudil me faisait comprendre que vous n'aviez pas besoin tant que ça de reconnaissance, Philippe. Alors, Adi, je me permets de vous interrompre. Oui. J'interromprai la discussion à tout moment en fonction de ce que vous direz. Alors, Faudil, vous faisiez remarquer quoi? Il me faisait remarquer de deux choses. Vous me faisiez remarquer que vous n'avez pas tant besoin de reconnaissance que ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Même si je pense que, vous voyez, quand le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de soi-même, d'être satisfait, c'est-à-dire d'avoir un engagement, de faire ce qu'on pense être censé faire et que ça peut globalement suffire, ça va être une marque de professionnalisme, mais aussi une manière de se protéger d'un manque de reconnaissance. Vous voyez, ça peut être aussi intéressant. C'est-à-dire que je peux tellement souffrir de manque et de reconnaissance que je vais tout faire pour ne pas en avoir besoin ou pour ne pas en attendre, pour souffrir le moins possible. C'est comme les évitants. Vous voyez, les gens qui sont évitants dans la relation, ils ont tellement peur d'être déçus qu'ils s'engagent le moins possible pour éviter la déception, alors qu'ils ont besoin d'être dans l'engagement, ils ont besoin d'être dans le lien. Et donc, la reconnaissance là va venir renforcer ou peut venir renforcer, comme on disait tout à l'heure, l'estime de soi qui peut être important. Mais ceci dit, moi je m'auto-évalue. Donc, je sais que j'ai des objectifs. Ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, si c'est mais fait, voilà, il faut penser. Si c'est fait, c'est fait. Ouais. Et à ce moment-là, si je l'ai bien fait, je serai content de moi, mais c'est normal. Après tout, j'ai fait ce que je devais faire. Si je ne l'ai pas fait, je ferai mieux la prochaine fois. Mais d'une certaine façon, voilà. Et je me l'applique à moi-même. J'attends pas, mais peut-être parce que vous avez raison, Ali. Peut-être que c'est pour vous protéger, justement, parce que vous allez vous dire, bon, les gens sont plutôt ingrats, ou les gens que je côtoie ou que j'ai côtoyés ont fait preuve d'un manque de reconnaissance assez flagrant, ça a pu me faire souffrir dans le passé, je vais mettre en place un mécanisme qui va me préserver de cette souffrance. Mais dans votre auto-évaluation, dans ma position nécessaire, je pense, de protection d'une personne qui a été mise en danger avant la publicité, ce que nous disait justement Faudil, c'est que dans votre auto-évaluation, vous étiez plutôt dur avec vous-même, voire même injuste avec vous-même. Non, juste. Juste pour vous. Juste. Okay. Juste. Je pense que parfois, il faut savoir, quand on est dans la moyenne, bon. Et c'est parce que ça vous stimule en dessous de la moyenne. Non, je suis réaliste. Ok. Oui, c'est comme que quand on travaille, vous, Ali. Oui. Non, mais vous savez quand vous avez bien travaillé. Bien sûr. Honnêtement. Et vous savez quand vous avez mal travaillé, du coup. Exactement. Mais vous êtes d'accord. Donc, à un moment donné, il faut être... faut être lucide et honnête avec soi-même. Je pense qu'il faut être juste avec soi-même. On n'est pas toujours bon. Et quand on n'est pas bon, c'est pas la peine de dire qu'on l'a été. Et d'attendre des remerciements, une reconnaissance pour quelque chose qui est quand même... Et ça, c'est intéressant pour revenir justement au sujet de la reconnaissance qui est liée, comme vous le disiez, à l'estime et à la confiance en soi. C'est que justement, cette auto-évaluation que vous pouvez avoir de vous-même et le besoin d'être le plus honnête, le plus juste possible avec vous-même, sans être ni trop dur, ni trop laxiste, va contribuer à avoir une bonne estime de soi. Vous voyez, l'estime de soi, c'est pas être dans une perception surréaliste ou une perception fausse de soi. C'est d'avoir une bonne image de soi, suffisamment bonne pour avoir une haute estime de soi-même par rapport justement à comment on se perçoit, par rapport à comment on a grandi, l'éducation qu'on a reçue, l'image qu'on a et qu'on nous renvoie aussi de nous-mêmes d'une certaine manière. Et que même au niveau de la confiance en soi, parce que c'est important, je pense, de distinguer les deux, c'est pas toujours clair pour... On verra tout à l'heure, parce que ça c'est fondamental, cette distinction. Moi je veux juste qu'on aille sur la reconnaissance. Okay. Et est-ce que la reconnaissance aujourd'hui, c'est la valeur qu'on s'attribue et qu'on aimerait que les autres nous attribuent? Je pense qu'on aimerait que les autres nous attribuent davantage que ce qu'on s'attribue soi-même. Vous voyez, mais oui, pour répondre à votre question directement, je vous dirais que oui. Et que souvent on attend même on attend même un peu plus des autres, ou en tout cas on a des attentes qui sont quand même assez grandes. Mais on le voit aussi dans le phénomène des réseaux sociaux, ce besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui publie quelque chose ou qui commente quelque chose, il va aller checker régulièrement pour voir qui a mis des j'aime, qui a dit qu'il n'aimait pas, qui a commenté ou pas, est-ce qu'il y a eu des vues ou est-ce qu'il n'y a pas eu de vues. Tout ça, c'est des besoins de reconnaissance. En tout cas, c'est lié aux besoins de reconnaissance. Si je n'ai pas de besoin de reconnaissance, soit je ne dis rien, soit je dis ce que j'ai à dire et je me contrefiche de ce qu'en pensent les autres, ou en tout cas des réactions, des conséquences et de tout ce qui peut se passer dans le monde numérique et des réseaux sociaux. Mais si j'attache un peu d'importance à ça,
c'est pas bien méchant. Si j'attache beaucoup d'importance à ça, là, ça peut montrer un besoin de reconnaissance qui est quand même assez important. Et ce qui peut faire aussi souffrir, hein, il peut avoir un effet pervers derrière. Parce que si j'ai une attente qui est bien trop grande par rapport à la réalité de ce que je produis ou de ce que je peux attendre derrière, je vais forcément vivre une déception. Et ça peut me faire souffrir. C'est pas la reconnaissance qui est un problème, de toute façon, Non. même ni la recherche. Non. C'est le fait d'en souffrir. Alors, on peut souffrir d'un manque de reconnaissance. Et donc, la reconnaissance n'est pas un problème. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut alimenter. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Plus vous êtes reconnaissant, mieux vous serez vous-même avec vous-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous allez être reconnaissant, vous offrez à l'autre quelque chose sans que ça épuise ce que vous possédez. C'est-à-dire que ça ne vous appauvrit pas. Vous voyez, c'est comme, alors si je fais une analogie avec la religion, c'est comme la sadaqa. Vous voyez, il y a cette idée que dans la sadaqa, vous allez contribuer financièrement, vous allez donner de l'argent, mais que ça ne vous appauvrit pas. Pourtant, l'argent est sorti de votre poche, vous ne l'avez plus dans votre poche. Mais dans l'idée islamique, dans la dimension islamique, d'un point de vue spirituel, vous êtes plus que gagnant. C'est-à-dire que votre geste va vous faire gagner plus que ce que vous possédiez avant, et donc ça ne vous appauvrit pas, ça vous enrichit. Maintenant, nous, on peut être avare de compliments, on peut être avare de reconnaissance, on peut être avare parfois par orgueil. C'est aussi une attitude que certains vont avoir et qui vont les pousser à être ingrats ou pas reconnaissants, ou qu'on pense que les choses sont acquises. Vous le prenez aussi dans la relation de couple. Hein. Le partenaire amoureux fait quelque chose au quotidien pour vous c'est d'acquis. Vous dites même pas merci ou même plus merci si vous l'avez dit à un moment donné. Et ça devient normal. Et quand la personne ne le fait pas, vous tombez des nues, limite vous êtes scandalisé, vous réprimandez l'autre de ne pas faire quelque chose qu'il a fait au quotidien, qu'il n'était même pas censé faire à la base, qu'il faisait gracieusement ou qu'il faisait pour lui, pour son intérêt personnel, mais qui était bénéfique à votre personne, mais qui réclamait une reconnaissance. Vous voyez ? Si ça disparaît du jour au lendemain, c'est peut-être parce que la personne, au bout d'un moment, elle n'a pas suffisamment eu ce qu'elle attendait de recevoir, c'est-à-dire cette reconnaissance. Et donc, c'est très important dans toutes les relations qu'on peut avoir, qu'elles soient professionnelles, amicales, qu'elles soient dans le couple amoureuse, que ce soit au niveau de la fratrie ou de la famille, d'essayer d'être le plus reconnaissant possible, parce que ça va aussi contribuer à influencer les autres pour qu'ils le soient aussi pour vous. Et vous verrez que plus les gens sont reconnaissants les uns vis-à-vis des autres, meilleure sera la relation et meilleur sera leur bien-être général. Alors il faut être sincère quand même. Hein. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est pas d'entrer dans cet extrême de faut pas être faux. Vous voyez, je vais pas commencer à remercier sur des choses que l'autre n'a même pas fait. Vous voyez, mais ça peut être un petit merci. Vous voyez, vous m'avez ramené un verre de thé. Merci Philippe. Ouais, j'ai pas besoin de faire, je vais pas vous écrire forcément. Alors je pourrais, hein, peut-être que ça vous ferait plaisir, peut-être que c'est ce que vous attendez Philippe, que je vous écrive un poème pour vous remercier de votre verre de thé. Mais ça peut s'arrêter juste merci Philippe. Vous voyez, ce merci Philippe, c'est bon. Vous avez et peut-être que vous ne l'attendiez pas, mais même si vous ne l'attendiez pas vous initialement, le fait de le recevoir va quand même apporter quelque chose de bénéfique pour vous, pour moi et pour notre relation. Donc ça peut être minime, ça peut être une petite chose. Alors quand c'est des grandes choses ou des choses encore plus importantes, ça demande encore plus de reconnaissance. Vous avez des gens quand même qui vont donner de leur temps, qui vont donner de leur santé, qui vont donner de leur énergie, qui vont se sacrifier parfois pour les autres, pour une cause, pour une personne, et on leur rend rien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de tant pis pour elle et ça dépend ce qu'elle voulait, etc. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer au moins d'être le mieux éduqué possible, de faire preuve au moins de reconnaissance et de reconnaître que même si vous n'en aviez pas besoin ou que vous n'en voulez plus, au moins de remercier l'autre par rapport à ce qu'il a fait ou qu'il a essayé de faire. On le voit dans le secteur humanitaire, souvent, les associatifs, les personnes aidantes. Oui, et même les soignants, on le voit à l'hôpital. Les soignants, oui, oui, voilà. Que... Donc, on trouve que c'est normal. On finit par trouver que c'est normal. C'est ça le problème. Mais ça, c'est intéressant parce que si je reviens sur les soignants, moi qui travaille aussi dans un hôpital, les soignants, c'est quand même un engagement. C'est-à-dire, vous ne devenez pas soignant comme ça du jour au lendemain. Vous savez que toute votre vie, vous allez être au service des autres qui sont en difficulté et qui sont peut-être pas, même très souvent, en tout cas dans l'hôpital psychiatrique, très souvent pas en capacité d'être eux-mêmes ou d'être complètement adéquate à une communication, voire même agréable parfois. Mais c'est pas forcément de leur faute, ils sont souvent malades. Mais les soignants donc sont dans un engagement où ils veulent être au service des autres, ce qui est noble et très beau. Mais quand vous voyez qu'à l'hôpital, ils savent que la plupart des patients seront malades et que la plupart d'entre eux, forcément, ils vont pas être reconnaissants parce qu'ils sont pas en capacité de l'être tout court. Parfois même certains se diront mais vous êtes là pour eux et c'est normal que vous le soyez. Donc ils vont être désagréables, durs à vivre ou durs à accompagner. Malgré tout, le soignant, il va continuer à le faire. Il suffit qu'il y ait un patient qui fasse juste un petit sourire et qui vous dit merci. Merci pour ce que vous faites pour moi. Je suis désolé de vous mettre dans la gêne ou désolé de vous déranger. Alors que c'est son travail, hein. Mais juste merci. Mais ça donne une force
inimaginable aux soignants, ça va le rebooster. Mais vraiment, la personne, elle était à la limite du burn-out et de mettre un arrêt. Un merci, ça va juste la rebooster, lui redonner l'énergie, remettre du sens dans le choix de vie qu'elle a pu faire ou qu'il a pu faire et l'aider et contribuer à améliorer sa relation avec tous les autres patients. C'est juste un merci, juste une reconnaissance. Vous voyez l'effet que ça a? Donc ça va justement permettre, quand je vous disais tout à l'heure que ça améliore l'état général de sa santé, c'est pas rien. Et comme vous disiez vous, c'est accessible à tous. En tout cas, ça ne vous demande pas un gros effort d'être le plus reconnaissant possible. Mais on l'oublie trop souvent, on zappe. Il y a beaucoup de personnel soignant qui commence justement à se plaindre de ce manque de reconnaissance parce qu'effectivement, on le voit, il y a du burn-out. Alors là, excusez-moi Philippe de vous couper, c'est vrai, parce que avant que j'oublie, c'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance des patients, mais pas que. Il y a la reconnaissance de la hiérarchie. De la hiérarchie, oui, bien sûr. Et puis du gouvernement. C'est-à-dire que, et donc ça, c'est pyramidal. Mais si la hiérarchie n'est pas reconnaissante vis-à-vis du sacrifice des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, des psychiatres, si déjà on leur demande de faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire à la base, ou qu'on leur donne pas les moyens de faire ce qu'ils sont censés faire, ou qu'on les sous-paye, ou qu'on leur demande toujours plus, avec moins de moyens et toujours le même salaire, ou voire un peu moins de salaire, ou même une petite augmentation symbolique, mais qui est insignifiante par rapport à la réalité de la vie et de l'inflation, ils souffrent d'un manque de reconnaissance. Quand pour le coup, qui est généralisé. Qui est généralisé. Ouais. Et je parlerai même là, vous voyez, on va faire un lien très fort quand même entre le manque de reconnaissance et l'impact que ça peut avoir au niveau psychologique. Ça devient de la maltraitance. C'est-à-dire que le manque de reconnaissance peut se transformer en maltraitance institutionnelle, qui peut après avoir comme conséquence de la maltraitance avec les patients, alors que les soignants ne le veulent pas, mais ça va être malgré eux, et même au niveau de l'État, au niveau des choix politiques, surtout au niveau du soin et des hôpitaux, il y a vraiment beaucoup de manque de reconnaissance et beaucoup de maltraitance malheureusement. Voilà, on parle du besoin de reconnaissance ce matin avec Ali Habibi, et il est souvent normal d'avoir besoin que sa moitié, sa famille, ses amis, ses collègues, son supérieur hiérarchique, son patron témoignent de la reconnaissance. Mais la question, c'est jusqu'à quel point? Ça va dépendre de votre besoin. Certains ont plus besoin de reconnaissance que d'autres. Certains souffrent plus que d'autres du manque de reconnaissance. Chacun a son histoire de vie, son parcours de vie qui lui appartient. Et donc, c'est du cas par cas. Jusqu'à quand, jusqu'à où, ça va dépendre, c'est du cas par cas. Vraiment. Vous avez des personnes, un merci, ça leur suffit. Vous en avez d'autres, il faut faire un peu plus. Ou il faut le faire un peu plus souvent. Vous voyez ? Et d'autres encore, ils ne vont pas avoir besoin de merci, mais ils vont avoir besoin d'une reconnaissance qui va se manifester d'une manière plutôt symbolique ou différemment. Elle peut être affective, elle peut être au niveau de ce que vous permettez à la personne d'avoir autrement, sans passer forcément par un merci. Donc ça peut être, comme on disait un peu en antenne, le fait de nous accorder une place, de nous accorder un rôle. Ça peut être aussi une forme de reconnaissance. Et donc, la limite, ça va dépendre du besoin de la personne, en sachant qu'on ne peut pas forcément répondre aux besoins de tout le monde, ou en tout cas, en sachant que l'humain aussi, il peut avoir un besoin maintenant. Même si vous répondez à 100%, ce qui est très rare, à son besoin, il va changer, il va augmenter. Donc, on a toujours besoin d'un peu plus. Mais l'idée, c'est au moins de l'avoir, de souffrir le moins possible du manque de reconnaissance et d'essayer d'être le plus reconnaissant Alors, possible. comment on prend en charge un manque de reconnaissance quand il est identifié, que ce soit amoureuse, au travail, puisque c'est celui qu'on entend le plus souvent, ou en un métier? Ça peut être d'essayer d'aider la personne à changer l'orientation de son attente. C'est-à-dire que la personne attend une reconnaissance de X, mais ce X, on voit bien que ça fait 10, 20 ans que vous travaillez avec lui, jamais il va le faire. En tout cas, c'est peu probable que ça change. L'idée, c'est d'arrêter d'attendre quelque chose que vous n'allez pas recevoir. Maintenant, est-ce que vous allez changer votre attente de reconnaissance? Je ne pense pas que ça soit faisable, mais vous pouvez changer l'orientation, en tout cas la destination. Donc, vous n'allez plus attendre de reconnaissance de X, et vous allez destiner en tout cas, réorienter votre attente sur quelque chose d'autre. Ça peut être Y, une autre personne. Ça peut être vous-même. Ça peut être par rapport à des principes que vous pouvez avoir. Ça peut être par rapport à la spiritualité et vous pouvez transférer tout ça vis-à-vis de Dieu. C'est encore mieux parce que vous ne pouvez pas être déçu de Dieu. Et Dieu est en capacité de tout donner sans que ça enlève rien à ce qu'il a. Et donc, comme cette déception ne peut pas être possible, c'est pour ça que les croyants vont avoir en tout cas une facilité de changer, ou en tout cas d'être traités sur un manque de reconnaissance beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que vous le voyez dans la résilience quand j'ai les croyants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quand même une approche. Parfois, il y a des doutes quand certains malheurs arrivent. Oui. Le croyant peut se dire, mais pourquoi Dieu n'est pas reconnaissant avec moi, avec tout ce que je fais? Alors ça, les croyants ne disent pas ça. Un croyant ne dira jamais ça, Philippe. C'est-à-dire que des musulmans, chrétiens, des pratiquants, des gens qui ont une foi peuvent dire ça. Un croyant ne peut pas dire ça.
Vous voyez pourquoi? C'est quoi la différence que vous faites entre quelqu'un qui a une foi et un croyant? Il y a quand même des degrés différents. C'est-à-dire que quelqu'un qui atteste, par exemple, on va rester dans l'islam, quelqu'un qui atteste que Dieu est unique et qui n'a pas d'associé et que Mohammed est son messager, rentre dans l'islam, il est musulman. Mais il n'est pas tout de suite croyant. Vous voyez, c'est un degré. Attendez, on le voit d'ailleurs dans un verset où vous avez une tribu qui se vantait d'être devenu croyant et Dieu leur a dit non, vous êtes musulmans. Vous venez de rentrer dans l'islam, mais vous n'avez pas encore atteint le niveau de la croyance. La croyance, ça demande un niveau quand même assez élevé où vous connaissez Dieu. Et quand vous le connaissez, vous ne pouvez pas avoir cette réaction. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez Dieu, vous n'êtes pas dans une position de Dieu est à votre service, de j'ai fait pour toi, tu me dois. Non. En tant que croyant, vous êtes dans la servitude. Vous voyez, vous êtes dans la reconnaissance de ce qu'il vous a octroyé. C'est-à-dire que vous avez on m'a fait penser en plus à une très très jolie référence. Vous savez, il y a plein de manières d'être reconnaissant au niveau religieux. Ça peut être par le shukr, le remerciement. Ça peut être par le hamd. Le fait de louer Dieu, c'est un remerciement en fait. Vous voyez, quand vous dites alhamdulillah, c'est vous remercier Dieu plus, si vous voulez. Et vous avez une jolie phrase d'un savant musulman qui disait alhamdulillah ala kulli ni'matin. Loué soit Dieu sur tous les bienfaits qu'il m'octroie. Wa min fadli ni'ma'i, et le plus grand des bienfaits, qawli lak alhamdu. Et le plus grand des bienfaits, c'est le fait qu'il me permette de le remercier. Vous voyez que c'est quand même fort. Je le remercie sur tout ce qu'il me donne. Et la plus grande chose qu'il m'ait donnée, c'est ma capacité à lui dire merci. C'est la possibilité de le remercier. Donc vous voyez que là, le croyant, il est dans cette position de remercier Dieu constamment. Donc il n'est pas dans une position de attends Dieu, ce que j'ai fait là, tu me dois. Mais non, on n'est pas dans une relation du même niveau. Vous voyez. Donc un croyant n'a pas cette position-là. Un croyant, il va avoir une résilience. C'est-à-dire qu'il va mettre du sens dans ce qui lui arrive. Le premier facteur d'une chose qui se produit. Alors, après, il y a d'autres facteurs. Hein. Le deuxième facteur, ça va être psychologique, biologique, médical, sociétal, etc., ou politique. Mais le premier facteur, c'est Dieu pour le croyant. Ça veut dire que ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu l'a décrété. Et Dieu, ce qu'il décrète, a toujours du sens et n'est jamais un mal pour le croyant. Donc, même si je ne le comprends pas, même si c'est dur, même si ça me fait souffrir, ou en tout cas c'est dur à accepter, je vais, en mettant du sens, l'accepter, ce qui va me donner la capacité d'être dans une résilience suffisamment forte pour après traiter les second et troisième facteurs qui vont être plus gérables pour moi en tant qu'humain. Mais donc le croyant, il est dans une forme de résilience. C'est pas du tout un souci pour lui. Et donc ça ne sera pas un souci pour lui, en tout cas potentiellement, parce que après il y a le travail de chaque croyant et les croyants ne sont pas parfaits, mais il va avoir potentiellement la capacité à essayer d'être le plus reconnaissant possible avec Dieu et avec les autres humains et d'éviter le plus possible l'ingratitude. Alors comment combler ce manque de reconnaissance quand on a l'impression que dans son travail, on n'est pas reconnu à sa juste valeur, qu'on n'est pas payé au salaire qu'on devrait payer? Est-ce que par exemple dans son couple, quand peut-être que l'autre ne voit pas tout ce qu'on fait pour lui au quotidien, alors qu'on a préparé le meilleur plat, qu'on a arrangé, acheté les plus belles fleurs, fait le plus beau cadeau, comment est-ce qu'on fait pour combler ça? Alors déjà au niveau professionnel, quand on estime qu'on n'est pas suffisamment dans les meilleures conditions, suffisamment payé, on peut avoir raison et en souffrir, on peut avoir tort déjà dans le diagnostic. Hein. Ça, c'est le premier point. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se leurrer en pensant que c'est injuste alors qu'il n'y a rien qui a été injuste. J'ai eu un contrat, ce qu'on me donne est suffisant par rapport à ce que je fais, en tout cas c'est plutôt honnête. C'est juste que j'aspire à toujours plus, ou je vais me comparer en ne prenant pas en considération tous les facteurs qui me permettraient de comparer correctement. Donc déjà, le diagnostic de base, il peut être erroné et il faut faire attention et être vigilant par rapport à ça. Mais s'il ne l'est pas, donc si effectivement il y a une injustice, parce qu'en fait dans le fond le manque de reconnaissance est lié à une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice. J'ai l'impression de subir une injustice. Ou dans le couple, si je fais beaucoup et que la personne ne le voit pas, ne le reconnaît pas, ou le voit, en profite mais n'est pas reconnaissant, la première des choses, c'est de me poser à moi-même la question déjà de pourquoi je le fais. C'est quoi mes facteurs de motivation dans l'action? Pourquoi je fais telle chose? D'identifier déjà les vrais facteurs de motivation. Deuxièmement, si dans mes facteurs de motivation, et notamment dans les plus importants, il y a le fait de recevoir de la reconnaissance du partenaire, c'est de le verbaliser. C'est-à-dire que la plupart des gens sont choqués que l'autre ne fasse pas quelque chose dont il n'est parfois même pas au courant qu'il est censé faire. Vous voyez, ou en tout cas, on ne lui dit pas. Donc, une fois qu'on a... on veut dire qu'il faut exprimer son besoin, en fait. Exactement. Donc, une fois qu'on a identifié ces facteurs de motivation au niveau de nos actions, derrière, si c'est lié à l'autre, c'est de le verbaliser et d'exprimer les besoins qu'on a. Voilà, j'ai besoin que tu... Je ne vais pas dire, écoute, t'es ingrat quand même. Non, je vais lui dire, écoute,
tu sais, dans ce que je fais, une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est parce que c'est pour toi, et c'est pas pour toi dans le sens tu dépends ou tu as besoin de moi, c'est pour toi parce que j'aimerais que ton regard change sur ma personne, ou j'aimerais avoir juste des petits remerciements ou des petites reconnaissances de ta part. Il y en a peut-être qui sont peut-être insuffisantes pour moi, ou peut-être il y en a que je vois pas. C'est possible que l'autre soit reconnaissant. Vous avez par exemple un cas assez typique, surtout on l'a toujours aujourd'hui, mais un peu moins par rapport à l'ancienne génération. Quand le mari allait travailler, allait à la mine toute la journée pour pouvoir nourrir sa famille, ça va très bien se plaindre en disant mais il fait pas attention à moi, il fait rien pour moi, il prend pas du temps avec moi, mais ça lui fait pas plaisir d'aller à la mine. S'il le fait, c'est pour que vous soyez dans les meilleures conditions et que vous n'ayez pas à le faire, vous. Donc juste c'est ça, vous qui êtes ingrat dans ces cas-là. Juste ça mériterait une reconnaissance parce qu'il est déjà dans le sacrifice pour son épouse, pour ses enfants, pour qu'ils soient dans des meilleures conditions, pour qu'ils ne vivent pas ce que lui a vécu, qu'il ne manque de rien, etc. Quitte à mettre de côté toute sa vie, ses besoins, ses désirs. Parce qu'il ne prend aucun plaisir à aller travailler là où il travaille, il va souffrir et avoir des conséquences assez fâcheuses au niveau de sa santé mentale et physique, et son argent, il n'en profite même pas, il ne se fait pas plaisir. Vous voyez, cette génération de papas là qui, des fois on est ingrat avec eux en disant mais nos papas ils n'étaient pas présents, ils parlaient pas trop avec nous. Ils étaient taiseux. Ils étaient voilà, mais votre père, mes chers amis, il a peut-être travaillé dur pour que vous ne manquiez de rien comme lui a manqué de beaucoup de choses. Il a peut-être travaillé dur pour que vous n'ayez pas à vous plaindre ou que vous puissiez être dans les meilleures conditions possibles. Il s'est peut-être jamais acheté de chemise, votre papa. Parce que l'argent qu'il a eu, il l'a dépensé que pour payer le loyer, vous payez à manger, vous payez vos fournitures scolaires et que vous ne manquez de rien au niveau universitaire. Donc quand le père a fait ça, c'est déjà une preuve d'amour, vous voyez, et qui mérite une reconnaissance. Et que quand on se dit il n'est pas reconnaissant lui, non, il est déjà peut-être reconnaissant en se sacrifiant. Donc ça mérite une reconnaissance ce qu'il fait, mais ce qu'il fait déjà peut-être une reconnaissance vis-à-vis de qui vous êtes, parce qu'il le fait pour vous. Et que c'est peut-être aussi pour vous dire merci. Merci de me donner une stabilité dans ma vie. Merci de me permettre d'avoir un foyer, une famille, et etc. Donc, dans les deux sens, les gens souffrent parfois d'un manque de reconnaissance. Ils estiment que l'autre ne l'est pas suffisamment, alors que parfois l'autre peut l'être énormément, mais sauf que ce n'est pas vu. Donc, c'est important de verbaliser son besoin pour que l'autre puisse dire « Non, mais j'entends ce que tu dis, mais tu sais, quand je fais ça, ça, et ça, c'est aussi pour te dire merci. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Tu vois. Et donc, en voyant mieux déjà les reconnaissances de l'autre, en verbalisant plus ses besoins, on peut ajuster pour que l'autre puisse faire des actes de reconnaissance qui sont plus ajustés par rapport à son besoin et pour pouvoir contribuer à aller mieux. Bon, allez, travaillez sur votre reconnaissance. Alors, on a compris que si vous vouliez avoir plus de reconnaissance, il faut d'abord être plus reconnaissant vis-à-vis des autres. Alors, apprenez à dire merci. Essayez quand même de justifier, ajouter un petit mot derrière, tu vois. C'est mieux qu'un merci tout sec. Mais un merci tout sec peut suffire parfois. Oui, mais si on peut c'est bien, tu vois. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai particulièrement apprécié cette émission, Ali, parce que votre t-shirt vert a égayé l'émission, vous voyez. Non, c'est exagéré. Mais, vous voyez, là, ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a touché quand même un peu. Oui, même un peu. Même si c'est peut-être pas. Après, je suis au début. Je commence. Vous apprenez. Je suis un débutant. Vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission aujourd'hui. Vous verrez la vidéo, comme ça vous pourrez juger du nouveau t-shirt et des lunettes d'Ali Habibi. Vous mettrez en commentaire si elles étaient mieux. Oui, Faudil, on va aller manger la glace. Merci à vous Philippe, merci à Faudil, merci à vous deux. Alors c'est la Majalan, comme on dit chez nous. Ouais, on va essayer. Puisque vous partez à KL, à Kuala Lumpur. Je vous envie trop, Ali. C'est une ville formidable. En plus, vous allez aller dans une université qui est très, très réputée. Ouais. Donc, pendant quelques mois pour aller étudier. Bon, moi, je vais venir vous voir dans quelques mois. Avec plaisir. Avec l'oncle Faudil. On ira manger... Des glaces malaisiennes. Oui, à Bukit Bintang. Voilà, c'est la Vous avez déjà l'adresse? Non, je vous ai dit que c'est à côté de chez les coiffeurs marocains. On ira là-bas. En tout cas, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.